Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je pense que voilà, on va y aller. On va commencer après ce panorama des fintech. Alors moi, je suis très heureux d'accueillir pour cette table ronde consacrée à souveraineté et données, quel impact le cloud a-t-il sur l'industrie financière? Donc j'ai le plaisir d'accueillir Marc Andriès, qui est chef de mission, coordinateur du réseau des experts informatiques à la CPR, Bernard Galgani, le CEO de BNP Paribas, Olivier Guillot, président de Smart Global Governance, Jean-Pierre Letrotte, groupe Industry Solutions Director chez Atos, et Michel Paulin, le CEO d'OVH Cloud. Notre sujet étant très riche, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Et j'aimerais poser la première question à Monsieur Galgani et lui demander comment le cloud, aujourd'hui, a-t-il révolutionné et transformé la façon de travailler de l'industrie financière. Bonjour, j'espère que vous m'entendez et ravi d'être parmi vous. Ouais. D'abord, il faut dire que l'industrie bancaire connaît ces dernières années une transformation digitale importante à fort enjeu technologique. Le groupe BNP Paribas, au même titre que les autres acteurs de bancaires, se sont mis en marche pour amorcer ce virage important, ainsi confirmer pour BNP Paribas son rôle majeur dans l'industrie. Cette transformation nous a permis et nous continuera à nous permettre de modifier notre façon de travailler et de passer, de proposer à nos clients des solutions innovantes adaptées à leurs besoins. Cette transformation, avant tout, s'appuie sur les nouvelles technologies pour déployer des solutions modernes, innovantes pour nos clients et aussi pour nos utilisateurs. Le cloud est un grand enjeu de notre transformation pour gagner en flexibilité, efficacité, réduire les délais de livraison, accessoirement, j'ai envie de dire, mais on reviendra sur ce point, pour optimiser nos coûts. Mais cloud permet à nous, BNP Paribas, de répondre aux exigences de la sécurité et de conformité de plus en plus strictes et améliorer le time to market et agilité, automatisation de nos systèmes. Notre stratégie de cloud soutient la digitalisation de la banque, offre aux clients le meilleur service en tout assurant la sécurité et la confidentialité de leurs données. La réglementation bancaire, excusez-moi, la réglementaire bancaire ne s'applique pas, de plus en plus est difficile et stricte, et les relations entre les fournisseurs de cloud, que ce soit IaaS, que ce soit de PaaS ou que ce soit les fournisseurs de SaaS et les institutions bancaires sont en train de se trouver quelque part à un nouveau moyen en se mettant d'accord de fonctionner pour assurer la sécurité et les données bancaires et les données personnelles de nos clients. Voilà l'évolution aujourd'hui que je vois. Que vous voyez, d'accord. J'aimerais également poser cette question à M. Jean-Pierre Letrotte d'Atos, de voir également quel est son regard sur cette transformation et cette révolution. Oui, bonjour à tous. Je suis en charge du cloud pour l'industrie financière au niveau du groupe Atos et j'ai eu l'occasion dans les 7-8 dernières années de voir l'évolution en fait de l'impact du cloud dans le secteur finance, banque et assurance. Je dirais que pour rester dans le thème de la journée, les premiers bénéficiaires du cloud dans le secteur finance sont les fintech. Parce que le cloud, avec sa scalabilité, l'innovation de ses services et son paiement à l'usage, a fait qu'une toute petite entreprise, et les fintechs sont, il y a des très très grandes fintechs, mais tous les fintechs sont en général des petites sociétés, elles ont la capacité d'accéder à des moyens sans investir, sans acheter des serveurs, louer des data centers, etc. Donc, le cloud a vraiment permis à plein de petites sociétés de commencer à créer ces services. Alors, à l'autre bout de la chaîne, dans les fintechs, on a des grandes entreprises, enfin, des plus grandes entreprises, comme Revolut, N26, etc., qui ont vraiment bénéficié dû au fait qu'ils n'ont aucune histoire du cloud pour démarrer et réaliser tout de suite des produits innovants à l'échelle. On a des banques comme Atom Bank, par exemple, qui déploient un core banking system automatiquement dans le cloud public.
Pour les banques et les assurances traditionnelles, je dirais qu'aujourd'hui, le cloud a surtout servi dans sa dimension de cloud privé à moderniser les data centers. On reviendra dans la suite des deux discussions sur le cloud public. Je pense qu'il y a encore plein de choses, beaucoup de choses à faire dans l'adoption du cloud public et de ses atouts par les banques et les assurances existantes. Très bien, merci Jean-Pierre. Et je voulais également avoir le point de vue d'Olivier Guillot, qui est donc un acteur dans le domaine du logiciel. Oui, donc bonjour. Donc en fait, Smart Global Governance, on est leader européen de la digitalisation des conformités. Donc on édite une plateforme. Donc nous, en fait, ce qu'on observe, c'est que les entreprises sont toujours en recherche d'économie, d'efficacité, de flexibilité dans la gestion de leurs données. Et donc pour cela, elles privilégient de plus en plus l'utilisation de services cloud. Pour autant, cela engendre aussi peut-être une plus forte exposition des risques de captation de leurs données stratégiques, notamment parce que le secteur dans lequel on est, la digitalisation des conformités, la plupart des solutions, je pense même toutes, sauf la nôtre, sont extra-européennes, et qu'en fait, la captation et les risques de captation de ces données stratégiques, si elles étaient divulguées, pourraient porter atteinte à leur intérêt économique. Et donc, en fait, un des sujets, je pense, c'est la sensibilisation des dirigeants au C-level pour prendre en compte cette dimension-là, puisque souvent, les choix technologiques sont faits sans tenir compte nécessairement de ces enjeux stratégiques. Ce qui va d'autant plus être essentiel, puisque avec l'arrivée de l'informatique quantique, on sait qu'il est très probable que les clés de sécurité ne tiendront pas longtemps. Donc les assurances d'aujourd'hui seront peut-être les déceptions de demain. D'accord. En termes de sécurité. Effectivement, un sujet qu'on abordera par la suite. Merci Olivier. On a parlé donc de cette révolution et j'avais une question là pour Monsieur Gafghani sur, en fait, c'est quoi le raisonnement qui a été fait pour aller dans le cloud? Voilà. Comment raisonne-t-on quand on décide de se dire tiens, on y va? Alors, moi, je vais vous parler de BNP Paribas, la façon dont nous avons raisonné et les contraintes qu'on a mises en avant pour aller dans le cloud. Depuis 10 ans, on sait une nouvelle concurrence s'installe dans le secteur bancaire. Le besoin d'innover, accélérer la transformation numérique n'a jamais été aussi urgent. Cela apporte des nouvelles opportunités, de nouveautés à IT pour évoluer constamment et surtout s'assurer dans sa besoin d'interopérabilité dans les solutions qui sont choisies. Alors on sait que les services bancaires, d'abord la partie retail, si j'ai envie de dire, et ensuite la partie de monde d'investissement et de salle des marchés, migrent de plus en plus sur des solutions en ligne ou mobiles. Les entreprises financières cherchent de plus en plus des partenaires extérieurs pour obtenir de l'aide d'exploitation des technologies émergentes et couvrir des nouvelles technologies. Nous, chez BNP Paribas, on a entamé notre réflexion d'abord en 2013 en construisant notre premier cloud privé. En 2017, après plusieurs années d'utilisation, la banque a décidé que la seule structure de cloud privé ne pouvait pas répondre au développement rapide des fonctionnalités bancaires digitales parce qu'il y avait un certain nombre de constats que nous avions faits, notamment que les nouvelles applications deviennent majoritairement dépendantes du monde open source. L'open source a une vitesse d'évolution 5 à 10 fois supérieure des logiciels traditionnels qu'on connaît. Et que la compétence sur ces technologies, aussi bien au niveau du développement que du côté de l'exploitation, deviennent rares. Et le cloud public ont massivement investi dans la technologie en termes de compétences. Le cloud public sont capables de mettre à disposition ces techniques en passe en quelques jours maintenant ou en un temps très rapide par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Le cloud public est une approche, ils ont une approche extrême d'automatisation et donc le cloud public joue sur l'effet d'échelle pour proposer une économie en coût pour l'ensemble de ses usagers.
tous ces constats nous ont amenés à penser qu'aucun DSI de grande entreprise ou petit ne pourra à long terme être en compétition avec ces acteurs. Voilà, il nous a semblé donc naturel d'épouser les nouvelles utilisations de cloud public tout en trouvant des solutions pour préserver les données de nos clients et les données bancaires. Voilà le raisonnement qu'on a fait. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dialgany. Peut-être une question équivalente peut-être à Monsieur Paulin, puisque de voir les choix qui sont faits par vos clients pour aller dans le cloud, le raisonnement qu'ils opèrent. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, nous, on est convaincus en tant qu'acteurs de cloud que le cloud est une des solutions qu'on peut proposer à l'ensemble de nos clients, à l'ensemble des communautés, pour les aider dans différents facteurs. Le premier, c'est un facteur qui est un facteur de flexibilité. Alors, j'ai utilisé des mots anglais, scalabilité. Scalabilité, ouais. Voilà, malheureusement. Donc, je suis assez d'accord pour dire que nous, on a beaucoup de clients dans le domaine de la fintech, parce que ce sont des clients qui, naturellement, sont un peu comme Obélix, on parlait d'un fonds actif au début, et donc ont établi leur business model et l'ensemble de leur plan de développement basé sur des solutions qui étaient des solutions cloud natives. Et donc, aujourd'hui, on est convaincu que le cloud est une arme à la fois d'innovation, de simplification aussi, d'utilisation des outils internes, pour permettre à des acteurs de développer extrêmement rapidement des solutions. Après, pour les plus grandes institutions, et comme le disait Jean-Pierre, c'est clair qu'il y a des sujets, et Bernard l'a évoqué également, des sujets de migration, des sujets de legacy. C'est pour ça que nous, on est convaincus que l'évolution du cloud est un cloud qui sera pour ces institutions des clouds hybrides. C'est-à-dire que la solution du cloud public ne peut pas être la solution unique, une espèce de, encore, désolé, un homicide, la cyberbulette qui doit répondre 100% des besoins, surtout quand vous avez un système legacy qui est imposant. Et donc, on le voit bien, hein, en particulier, on a beaucoup d'activités aux États-Unis ou en Amérique du Nord, avec justement des institutions financières, où les modèles sont des modèles hybrides, dans lesquels vous avez à la fois, pour certains développements d'applications, des solutions public cloud, parce qu'elles sont extrêmement flexibles, extrêmement performantes, avec des nouvelles technologies autour de, par exemple, des containers, de Kubernetes, qui permettent de développer extrêmement rapidement dans des univers public cloud. Mais en revanche, il y a aussi la sécurité et l'enjeu aussi des legacy systems pour lequel, sans avoir à rester dans un modèle de data center en propre, on vient de pouvoir le basculer sur des data centers exploités par des tiers, mais en toute sécurité et qui permettent de gérer des technologies plus classiques de virtualisation comme VMware, qui sont des technologies plus classiques. Donc on voit bien aujourd'hui, nous, qu'on est convaincus que le cloud est une solution qui permet à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient fintech ou qu'ils soient plus traditionnels, d'offrir des solutions pour pouvoir aller plus vite dans le développement de ces technologies. D'accord, complètement. Merci beaucoup. Ce qui nous permet d'enchaîner voilà, sur le constat qu'aujourd'hui, un peu plus de 80% des fournisseurs de cloud sont américains ou chinois, et de se poser la question sur la souveraineté des données qui sont exploitées et manipulées, notamment au regard du Cloud Act américain. Et ce, d'autant plus que, comme l'a mentionné M. Dialgany, que pour l'industrie financière, il y a un souci de confidentialité des données. Et ma prochaine question, je voudrais la poser à M. Andriès, qui n'a pas encore parlé. Donc, c'est à son tour. Et je voulais avoir le point de vue du régulateur. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité à votre événement. Moi, je voudrais d'abord dire que du point de vue du régulateur, cette technologie du cloud est tout à fait une évidence. Elle a vocation à s'imposer. Elle s'impose déjà. C'est le cas des grands acteurs, comme l'a indiqué M. Dialgany. C'est le cas aussi d'acteurs qui émergent sur ce secteur, notamment donc des fintech. Et la technologie est prometteuse, elle offre des avancées qui sont tout à fait utiles pour l'industrie bancaire, et il est hors de question évidemment pour le régulateur que l'industrie financière, l'industrie bancaire reste à l'écart de ces innovations. Le sujet néanmoins, c'est pour le régulateur que cette évolution se fasse avec maîtrise
Maîtrise des risques, c'est notre maître mot. Plus que souveraineté, c'est plus un sujet politique. Et il appartient en effet aux autorités politiques de définir leur choix en matière de souveraineté. Ça peut être une souveraineté nationale ou une souveraineté européenne. C'est vrai que les acteurs qui dominent pour l'instant le marché du cloud sont essentiellement américains, mais aussi ils commencent à être chinois. Et il est important certainement d'avoir des acteurs européens. Et le régulateur financier, la CPR ou la BCE souhaitent évidemment que ce soit le cas, mais ça n'est pas dans leurs compétences de pousser à ce développement. On peut juste le souhaiter et faire en sorte que les acteurs financiers aillent dans cette direction. Voilà, la souveraineté sur les données, c'est un enjeu. C'est un enjeu de maîtrise des risques, c'est un enjeu de maîtrise de la solution tout court. Aujourd'hui, le métier bancaire, le métier financier, il est entièrement informatisé. Et donc, la banque, c'est d'abord un système informatique. Si ce système informatique n'est plus sous la maîtrise de l'établissement financier, eh bien là, c'est un sujet véritablement préoccupant pour la banque elle-même, préoccupant pour le régulateur. Et c'est dans ce sens-là que l'on essaye de placer notre action. Très bien, je vous remercie. Une réaction peut-être de la part des autres intervenants par rapport à ce que vient de dire M. Andreas ou... Oui, moi je pourrais compléter un peu par la vision de ce que disent tous les régulateurs. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur les trois plaques, Europe, Angleterre et États-Unis dans les 3 dernières années. Toutes les régulations se sont alignées vis-à-vis du cloud dans une façon assez intéressante, c'est qu'il y avait des régulations sur l'infogérance, sur les services managés externalisés et des régulations sur le cloud public. Et en 2018 et 2019, les trois régulateurs centraux se sont alignés pour intégrer ces 2 régulations dans un seul guide. Et parce que le cloud public est une externalisation. Et parce que ça pose un peu les mêmes problématiques d'analyse de risque, de vérification des chaînes de sous-traitance, de réversibilité, etc. Et j'encourage tout le monde qui est intéressé par le sujet à lire l'EBA, la réglementation de l'Europe sur le sujet. C'est assez facile à lire. Il y a 7 exigences principales qui vont de l'analyse du risque à la couverture de ces risques, à la gestion de la chaîne de sous-traitance et à la réversibilité. C'est assez intéressant. Le régulateur, en gros, dit moi, je ne suis pas pour ni contre le cloud, c'est une tendance, il faut l'intégrer dans votre modèle opérationnel. Par contre, il y a un certain nombre d'exigences que vous devez respecter. Une des exigences, d'ailleurs, c'est de m'informer. Donc, tous les régulateurs locaux, aujourd'hui, demandent d'être informés quand un acteur du secteur financier utilise le cloud. Mais le régulateur ne dit pas comment le faire. Et ça va être tout le travail qu'on va pouvoir faire maintenant au niveau des industries bancaires et assurances et des prestataires de services. Je pense que le régulateur, ils sont exigeants, en même temps, ils nous laissent libres de faire des choix. Ce qu'ils disent que vous pouvez vous pouvez outsourcer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous devez garder ce contrôle. Et ce contrôle, même si vous déléguez, c'est vous qui êtes responsable. Et c'est très, très important dans l'idée de ce que les gens font en disant que je vais aller dans le cloud. Donc, le cloud étant un monde un peu parallèle. Nous, en 2018, on a fait le choix. On a beaucoup travaillé sur le contrôle des données, la sécurisation des données. On a dit que de toute façon, il y a une chose qui est importante, c'est que le chiffrement, les données, doit être sur notre responsabilité, et ce qu'on appelle le keep your own key. C'est-à-dire que là où on soit, la clé de chiffrement est chez nous. Et c'est nous qui sommes maîtres, et c'est nous qui sommes les seuls à pouvoir maîtriser ces données. Et en plus de ça, ce qu'on s'est dit, disons que finalement, il y a une partie des données qu'on ne mettra jamais dans un cloud. Mais ce qu'on mettra dans un cloud, après le choix, où est-ce qu'on le met, on pourra toujours en parler, parce que nous avons fait un choix un peu différent d'un cloud public, puisqu'on est parti sur l'idée d'un cloud plutôt hybride, mais un peu différent. Si j'ai quelques minutes, je vais vous expliquer le principe.
Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on garde quand même la souveraineté, le contrôle, l'appartenance des données de la banque à la banque. Voilà. Complètement, oui. Monsieur Paulin, vous vouliez dire quelque chose? Oui, pardon. Je veux réagir parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que la souveraineté est un enjeu politique. Je pense que c'est un enjeu pour, certes, bien entendu, les institutions politiques, mais aussi un enjeu pour les entreprises, ça peut être même un enjeu pour les citoyens. Pour nous, la définition de souveraineté, c'est pas une vision nationaliste, une vision protectionniste. C'est pas une vision exclusive. Pour nous, la souveraineté, c'est quoi? Exercer sa souveraineté, c'est avoir la possibilité de choisir et de décider en tout état de cause. Et donc, ça impose un certain nombre de principes. D'abord, qu'on ait le choix. Et d'ailleurs, un des risques que l'on a souvent dans l'industrie informatique, c'est qu'il y a des monopoles de fait qui créent des situations dans lesquelles il y a une notion de on impose des solutions parce qu'on n'a plus le choix. Je pense que c'est un des enjeux, là, cette fois-ci, industriels en Europe, c'est de garantir qu'il y ait des choix qui ne soient pas imposés par des acteurs qui, parfois, ont d'autres finalités. Et la deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est que pour nous, la souveraineté, c'est aussi une notion de transparence complète. On reviendra peut-être sur les notions de protection des données, de RGPD, la notion de tout ce qui est en train de se passer autour de Schrems 2, de toutes les définitions de ces choses-là. Il faut que la transparence soit totale pour donner confiance à la fois aux acteurs économiques, mais aussi aux acteurs citoyens. Et dans le sujet de la pandémie, avec les données, par exemple, de santé, ou les données bancaires, de traçabilité, je pense qu'il est indispensable que la notion de souveraineté s'associe à ces sujets-là. Ce n'est pas un sujet nationaliste. C'est un sujet vraiment de donner les moyens à l'ensemble des acteurs de décider en tout état de choses, c'est-à-dire qu'ils ont le choix. Et après, ils puissent savoir quelles sont les conséquences de leur choix. Vous voulez rajouter quelque chose, M. Andreas? Oui, enfin, je ne voulais pas lancer un grand débat sur le sens du mot souveraineté. Évidemment, je me reconnais. Mais c'est vrai que la définition est importante. Et je voulais juste souligner que ce n'était pas le régulateur qui était en charge de sujets de souveraineté. Il peut avoir son opinion et évidemment soutenir des initiatives pour garder cette capacité à faire, garder cette autorité ou ce contrôle sur les données et sur les systèmes. Mais c'est aussi pour souligner, ce que je disais, c'était aussi pour souligner qu'il faut une implication des autorités publiques pour soutenir des initiatives qui visent à permettre de garder la maîtrise de ces systèmes dans des juridictions qui sont les nôtres et dans lesquelles nous nous reconnaissons en termes de choix de société. Donc ça peut être par exemple la juridiction française, mais aussi la juridiction européenne. Et je pense que c'est au niveau européen qu'on peut aujourd'hui raisonnablement chercher une taille critique pour concurrencer des acteurs américains. Tout à fait. Sur les réglementations, on aura peut-être l'occasion de développer un petit peu plus. Je vois aussi dans le chat qu'il y a des questions sur le sujet. Le mouvement qui a été décrit par M. Letreux est très vrai, mais il y a un troisième temps qui est en train de se lancer en termes de réglementation. Et après avoir eu dans un premier temps des réglementations spécifiques sur le cloud ou quelques textes sur le cloud, puis les avoir refusionnés dans les textes sur l'externalisation, il y en a un autre maintenant qui commence à se lancer et je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Je crois que c'est le moment. Marc, vous pensiez au texte DORA? Oui, tout à fait. Voilà. En fait, voilà, la suite, c'était effectivement quelle carte l'Europe peut-elle jouer maintenant? Voilà. Qu'est-ce que les directives européennes, est-ce qu'elles peuvent changer la donne? Est-ce que quelle carte l'Europe a joué Très bien. En effet, je crois qu'il ne faudrait surtout pas croire que du point de vue des autorités, le sujet est clos et qu'en responsabilisant les acteurs, elles ont le sentiment que l'environnement qui est en train de se développer autour du cloud est suffisamment maîtrisé. Je crois qu'il est en train de se passer quelque chose de très important au niveau européen, justement, avec ce texte que propose la Commission européenne et qui s'appelle donc Digital Operational Resilience Act. Son acronyme est plus facile à retenir, c'est DORA. Et dans ce texte, la Commission part du constat que les grands prestataires de services informatiques ne visent pas exclusivement le cloud, mais évidemment, c'est celui qui est le principal dans le viseur. Les principaux prestataires, les grands prestataires informatiques,
ne joue pas complètement le jeu vis-à-vis des réglementations en vigueur sur l'externalisation, qui consiste donc à faire garder la maîtrise de la prestation par l'établissement financier. Normalement, elle devrait du coup respecter un certain nombre de règles, notamment permettant à l'établissement financier d'assurer son contrôle. Mais un grand nombre d'acteurs américains n'ont pas forcément joué ce jeu-là, c'est constaté, et ça conduit la Commission européenne à, en plus de ce principe de responsabilité des établissements, prévoir maintenant un nouveau dispositif qui va largement changer le paradigme en la matière, puisqu'il s'agirait de créer un système de surveillance directe des grands prestataires informatiques par les autorités de supervision essentiellement, rassemblées autour des agences de surveillance européennes, donc ce qu'on appelle les ESAS, comme l'autorité bancaire européenne. Et ce système de surveillance, qui est encore pour l'instant sur le papier et qui est un projet, peut profondément modifier l'équilibre des forces aujourd'hui en faveur d'un rétablissement au profit du secteur financier et de façon à mieux contrôler le respect des règles européennes, réintroduire cette souveraineté dont on parle en quelque sorte au profit du système financier européen, pour éviter que ce soit les règles des prestataires qui s'imposent de fait par leurs pratiques et par leurs renégociations commerciales. Voilà, donc c'est un mouvement tout à fait important et je pense que on verra dans les prochains mois quels sont les développements qui viennent sur ce sujet. Très bien, je vous remercie, Monsieur Andreas. Écoutez, on poursuit, si vous voulez bien. Donc, alors, on voit que cette brique technologique qui est le cloud devient indispensable aux acteurs de l'industrie financière. On vient d'en parler. Donc, une certaine masse critique est nécessaire pour faire émerger ces acteurs. Donc, il y a pas mal d'initiatives qui voient le jour, que ce soit Gaia-X, Open Trust Cloud. Les partenariats sont en cours. Et la question que j'avais, c'était comment faire pour construire un acteur européen majeur du cloud? Est-ce qu'il y a des alternatives pour l'industrie financière en particulier? Et je voulais poser cette question à commencer par Monsieur Le Trott, peut-être. Je pense que ça va être compliqué de développer un gros acteur qui va concurrencer les hyperscalers existants, les 5 hyperscalers existants, qui ont bien travaillé par ailleurs avec les régulateurs pour adapter leurs services et faire évoluer également la régulation. Donc ça va être compliqué parce que les montants en jeu, l'avance qu'ils ont est très forte. On va avoir maintenant, je pense, un cocktail, une version hybride avec des acteurs régionaux, on va dire européens, comme OVH, des acteurs mondiaux comme Google, Amazon et les 3 autres. Et puis, peut-être quelques petits acteurs très locaux, mais je pense qu'il va falloir composer avec tout ça. Et on a une chance, je pense que la bataille au niveau des infrastructures est perdue, on a une chance de faire quelque chose au niveau des usages. Et le projet Gaia-X qui vient d'être lancé est une belle initiative là-dessus. Elle vise bien entendu à définir un espace de confiance au-dessus des hyperscalers existants. Donc, on va pas redévelopper un nouveau cloud européen. On va plutôt encapsuler les acteurs existants pour créer des solutions de confiance. Et je pense que l'industrie informatique et les industries par marché ont beaucoup de choses à faire aujourd'hui à partir de là, dans le cadre de Gaia-X et d'autres initiatives, pour créer des cercles de confiance autour de ce type de technologie. Monsieur Paulin, peut-être un point de vue côté OVH. On va nous défendre le point qu'aujourd'hui, il est possible de développer un écosystème d'acteurs européens qui peut rivaliser. D'abord, plein de raisons. Une première raison, c'est que j'entends l'argument de la taille, mais on est dans un forum qui parle de la fintech. La taille n'est pas la seule solution. Et la preuve, c'est qu'il y a plein de fintech qui sont en train
d'ébranler un certain nombre de certitudes que nous avons. Donc, aujourd'hui, c'est pas qu'une question de taille. On le voit bien, et donc moi je considère aujourd'hui que l'Europe a beaucoup d'arguments à faire valoir pour faire émerger un ensemble d'écosystèmes. Alors c'est peut-être pas la vision américaine ou chinoise dans lequel il y a un ou deux players. Aujourd'hui, l'Europe a un certain nombre d'avantages. On veut que pour preuve que la fintech européenne est extrêmement dynamique. Et dans le même chose, autour du cloud, je pense qu'aujourd'hui, il y a des acteurs européens qui sont des acteurs qui proposent des solutions alternatives. On est extrêmement moteur, nous, chez OVH Cloud, sur un certain nombre d'initiatives qui démontrent aujourd'hui qu'il y a une dynamique différente. Et cette dynamique, c'est quoi? C'est Gaïa. Nous sommes membres fondateurs de Gaïa, qui est extrêmement moteur. Nous sommes extrêmement aussi acteurs de OpenStack, qui est un peu le système du logiciel libre dans le domaine du cloud. Et nous sommes très acteurs aujourd'hui dans toutes les initiatives en Europe pour répondre à un certain nombre de critères pour avoir un écosystème de technologies européennes qui sont aujourd'hui émergents. Je suis d'accord aussi après avec Jean-Pierre que je pense que sur certains domaines, l'Europe a tout à faire valoir des domaines sur lesquels la compétition n'est pas terminée. Je vais donner un exemple, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui, je pense que la bataille est loin d'être terminée. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cloud, qui nécessite un certain nombre de principes de confidentialité, de technologies, aujourd'hui, des technologies omnipotentes utilisées par des acteurs hyperscalers sont souvent des technologies d'ailleurs qui utilisent les données des clients. Et donc je pense qu'il y a à la fois pour l'économie européenne des acteurs aujourd'hui technologiques européens. J'espère qu'ils ne seront pas rachetés par ces acteurs-là parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Bien souvent, pour tuer la compétition, la solution c'est de les racheter. Dans les secteurs, que ce soit dans les fintech ou dans le domaine de la tech ou des choses comme ça, qui peuvent émerger. Et nous favorisons, on a lancé l'initiative d'une sorte de marketplace d'intelligence artificielle sur un cloud européen qui respecte l'ensemble des règles de transparence européenne, justement pour aider les startups dans le domaine, mais également les scale-up dans le domaine de la fintech, justement pour avoir des infrastructures qui leur permettent de se développer. Et je pense que là, il est important qu'on comprenne que la bataille n'est pas terminée. C'est pas le plus gros qui peut gagner, c'est surtout celui qui est le plus innovant et qui est le meilleur. Mais aussi, et j'ai envie de rajouter ça, c'est que faut pas se leurrer, les champions aujourd'hui chinois et américains, ils sont pas là par erreur. Ils sont là parce qu'il y a eu un écosystème qui a favorisé l'émergence de ces acteurs-là. Un écosystème dans lequel les régulations, la dépense publique, les universités, les laboratoires de recherche, les grandes entreprises, aux États-Unis, par exemple, tout le monde sait qu'une grande partie des startups sont financées par les grandes entreprises qui sont obligées d'investir et partir de leurs achats vers les startups, puisque c'est le Small Business Act. Eh bien, tout cet écosystème, c'est pas par hasard. C'est pas parce qu'ils sont, soi-disant, meilleurs en marketing ou meilleurs en technologie. Il y a des technologies européennes aujourd'hui qui sont très remarquables. C'est aussi le fruit d'un écosystème vertueux. Et je pense et j'espère que l'Europe se dotera de ces écosystèmes pour des sujets qui sont des sujets d'usage dans lesquels la compétition reste totalement ouverte. Et donc, il faut aujourd'hui que les institutionnels, la régulation, mais également les grands acteurs européens prennent conscience qu'il faut faire confiance à cet écosystème. Bah écoutez, c'est très clair. C'est très clair. Merci beaucoup, M. Paulin. On arrive presque à la fin là, de notre table ronde. Je voulais poser une dernière question là pour conclure. Je voulais vous demander, chacun d'entre vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir du cloud dans l'industrie financière en particulier? Comment est-ce qu'il va continuer à le faire évoluer? Comment est-ce qu'il va continuer à le transformer? Peut-être M. Guyot pour commencer. Oui, je pense qu'on va aller vers une plus grande effectivement interaction sur du cloud hybride, comme le disait Monsieur Paulin tout à l'heure, parce que ça règle beaucoup d'enjeux, notamment de sécurité. On va aller vers plus de productivité grâce au cloud et à l'émergence d'acteurs, je pense, plus locaux. Alors, on parlait de souveraineté des données tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas oublier en termes de souveraineté des données également les obligations de compliance qui peuvent être imposées aux acteurs financiers, notamment d'hébergement local ou de leurs données. Donc, il y a des solutions qui arrivent sur le marché à ce niveau-là, qui permettent de faire de la data residency, de la data localisation, de la souveraineté des data. Et nous, on sera un des premiers acteurs européens à proposer une solution, pour le coup, française et souveraine. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Olivier. Jean-Pierre, sur le trot. Oui, je pense qu'on est au
tout début, même si le premier cloud privé a été installé certainement à la BNP il y a 7 ou 8 ans, je pense qu'on est au tout début de l'histoire. Faut pas oublier que la majorité des services dans les banques et les assurances tournent encore sur mainframe. Donc, on arrive à une grosse fin de cycle. Hein. On arrive à une fin de cycle sur les data centers. Donc, il y a des nouvelles stratégies data centers qui ont tous été designés le siècle dernier, qu'il va falloir reprendre et redesigner avec des empreintes plus petites, forcément, parce qu'une partie va être dans le cloud public, parce que les mainframes vont commencer un jour à disparaître. On est dans une fin de cycle sur les plateformes big data, qui souvent ont été développées in-house sur des technologies qui deviennent, alors qu'elles sont récentes, un peu legacy. Donc là aussi, on est vraiment au tout début. Le cloud hybride, c'est compliqué. Intégrer du cloud privé et du cloud hybride et du cloud public de différentes sources dans un framework d'opération pour une banque et une assurance unique, de manière transparente, c'est très, très compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment des années et des années de travail pour développer un framework vraiment transparent, sécurisé, automatisé. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et au niveau du business, des métiers, les imaginations sont sans retenue là-dessus. Il y a des plateformes bancaires à créer. Il y a un écosystème. Chaque banque va chercher à créer des écosystèmes. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et les technologies cloud vont nous aider là-dessus. Merci Jean-Pierre. Peut-être un petit détour chez Marc Andriès, côté ACPR. Si vous avez un... Je pense que la technologie va continuer à se développer. C'est assez inéluctable quand on voit son potentiel. Comme j'ai rappelé que pour nous, le maître mot, c'était la maîtrise des risques, je verrai plusieurs positionnements. Idéalement, on est évidemment plus confortable avec des clouds privés. Et donc, particulièrement pour des grands acteurs qui en ont la capacité, mettre leurs opérations les plus critiques, leurs données les plus sensibles dans des clouds privés, c'est certainement une approche qui concourt fortement à cette maîtrise des risques. Plus on va vers le cloud public, plus ces risques sont grands. Donc, le cloud hybride était une demi-situation et effectivement, il peut y avoir des contraintes techniques, notamment liées à l'hétérogénéité des solutions. Mais en tout cas, c'est encore mieux que le cloud public. Et pour le cloud public, notre approche, vous l'avez compris, c'est de vraiment montrer aux grands acteurs de ces solutions que l'on veut une maîtrise pour les industries de la finance qui correspondent aux enjeux de ce secteur. Et donc, nous serons très attentifs à ce que ces solutions soient complètement maîtrisées et que les établissements puissent avoir la vraie maîtrise de leurs prestataires. S'il le faut, les autorités seront elles aussi impliquées dans le contrôle de ces solutions. Voilà. Très bien, donc maîtrise. Monsieur Paulin, peut-être. Oui, nous, on a la conviction aujourd'hui que dans le domaine de l'infrastructure financière, le cloud est une des outils majeurs qu'il faut prendre en compte, quelle que soit la maturité, quelle que soit la taille, quelle que soit, la création de cette institution. Donc, moi, si je regarde les faits, aujourd'hui, c'est un domaine qui est en train de s'accélérer pour nous. Nous sommes en très forte croissance chez Cloud. Et le domaine financier est un domaine sur lequel nous voyons une forte accélération de la croissance. Et la proposition que nous faisons, elle va un peu dans ce que vient de dire Marc, c'est-à-dire que nous, notre conviction, c'est qu'il faut être capable d'offrir des solutions qui permettent d'être hybrides, c'est-à-dire de couvrir des sujets de manière complète, que ce soit dans des écoles privées ou dans des écoles publiques, mais aussi, et ça me semble important, aussi que les conditions contractuelles, régaliennes, de contrôle, de RGPD, de toutes les nouvelles modifications légales qu'il y a, soient garanties. Et donc la transparence, tout ce qui a été mis en place dans GaiaX, dans tous les sujets sur Open Trusted Cloud, les sujets qui sont sur les gouvernances, sont des sujets importants. Et nous, notre positionnement, c'est vraiment ça. C'est d'offrir le panel de l'ensemble des solutions avec des partenaires, mais dans un environnement légal qui garantit justement la possibilité de contrôle et faire en sorte aussi qu'on ne soit pas le compétiteur de nos clients, en particulier dans la finance. Merci beaucoup, M. Paulin. Et écoutez, M. Gavgani, voilà, on a commencé à... Vous avez commencé, vous avez terminé merci cette beaucoup. table ronde.
très intéressant de vous écouter. Bon, on voit bien la technologie de cloud, la vitesse à laquelle évolue, donc il faudra qu'on soit dedans. Mais effectivement, la problématique des data centers et une réorganisation de data centers est absolument clé, parce que chaque fois qu'on investit dans un data center, c'est pour les 10 ans à venir. Un DSI qui faisait un investissement il y a 10 ans, il avait une visibilité sur l'évolution technologique. Maintenant, on l'a plus, parce que de toute façon, ça va beaucoup vite. Donc, il faut quand même réfléchir à autre chose. Mais je voudrais, puisque nous avons ici les représentants majeurs du monde de la France, moi, j'ai envie de vous dire, réfléchissons sur un cloud communautaire. Parce qu'on ne peut pas, personne ne sera capable de traiter tout seul les contraintes réglementaires que le régulateur nous impose, parce que ça sera énormément de dépenses à faire, mais la même chose de manière individuelle, alors que ça n'a aucun sens. La protection des données dans une banque, c'est les mêmes obligations pour la banque A, B, C, D que pour BNP Paribas. Il faudra que nous soyons capables de dire il y a un cloud communautaire qui au moins pose les principes de sécurité des données, le principe de minimum imposé par les régulateurs, et à partir de là, les différentes banques, et avec la condition que l'évolution technologique se fasse, viennent utiliser ce monde, parce que de toute façon, c'est ce monde qui doit être véritablement valorisé. Voilà, pour moi, l'avenir de cloud pour les années à venir, au moins pour les industries régulées, passe par des clouds communautaires. Merci beaucoup, M. Galgani. Appel donc lancé. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous pour notre échange. C'est un débat passionnant. J'ai été ravi d'échanger, discuter avec vous. Et je rends donc le micro à Clément. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Merci.